Ce podcast est sponsorisé par Cogence, cabinet de conseil expert en supply chain. Cogence optimise votre performance et votre résilience en plaçant le client final au cœur de chaque transformation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur cogence-consulting.com. On va être expert, on va être directeur des opérations, de la supply chain, etc. On n'a pas tous cette capacité de pouvoir avoir cette notion bâtiment. En 2024, on a eu une disruption dans la supply chain. Notre distribution a été quand même beaucoup modifiée. Et là, ça a été compliqué. On a un de nos fournisseurs qui a arrêté de prendre certains de nos colis. Mais une grosse partie, une grosse majorité. Pratiquement 30 à 40% de nos volumes. On a eu beaucoup de mal à s'en remettre. Ça a duré plusieurs mois où on avait beaucoup de restaqués, où on n'arrivait pas à trouver notre rythme. Et une des premières questions que je posais le matin, c'était de dire « Comment vous allez ?» Alors, il me disait « Oui, ma productivité est bonne, machin, etc. » J'ai dit « Non, je t'arrête tout de suite. Comment toi, tu vas ? Comment tu te sens ? Parce que si mon manager n'allait pas très bien, je savais que ça allait être cascadé aux équipes derrière. Donc, c'est hyper important de sentir un peu l'humeur et d'être proche de ses collaborateurs. Bienvenue dans Au cœur de la supply chain, le podcast qui vous plonge au cœur des stratégies et des défis des directeurs supply chain. Ils partageront ici leur retour d'expérience, ils vous parleront de leurs projets ambitieux, leurs idées pour demain, de leur vision du métier et aussi des obstacles qu'ils ont réussi à surmonter. Je suis Juliette Rial, consultante en supply chain depuis plus de 15 ans et fondatrice du cabinet de conseil Cogence. J'ai imaginé ce podcast comme un espace d'échange, de témoignages et de partage entre tous les professionnels de la supply chain. Bonne écoute! Alors, bonjour Aurélie et bienvenue sur le podcast Au cœur de la supply chain. Bonjour. Donc Aurélie, tu travailles dans le milieu agro depuis une vingtaine d'années avec un petit détour par Amazon, mais tu as travaillé chez différents acteurs de la chaîne de valeur agroalimentaire, Bigard dans le secteur de la boucherie, Lurberry qui est une coopérative, Auchan le distributeur alimentaire qu'on connaît et maintenant Cramp qui équipe les agriculteurs. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Cramp, c'est un grossiste B2B européen de pièces et consommables pour l'agriculture, les espaces verts et la construction, avec une distribution via des revendeurs et en e-commerce. En 2023, vous avez fait un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires dans plus de 20 pays. Concrètement, un agriculteur qui a besoin d'une pièce de rechange pour son tracteur, c'est chez vous qu'il vient. Vous vous distinguez sur le marché parce que vous avez une certaine largeur d'offres et une livraison hyper rapide en J+1. Et vous connaissez une croissance régulière depuis plusieurs années. Et toi, tu es directrice des opérations pour 5 pays. Oui. France, Italie, Espagne, UK et Irlande. C'est ça. Tu as très bien introduit l'entreprise Cramp. Et donc, pendant cet épisode, on va revenir sur 2 défis majeurs que tu as connus plusieurs fois dans tes différentes expériences. L'agrandissement d'un entrepôt pour absorber la croissance et gérer les opérations dans des pics de saisonnalité forts. Dernier trimestre chez Amazon, printemps-été chez Cramp. Donc, on va revenir sur tout ça. Mais avant, est-ce que tu peux expliquer ton parcours et toi qui es passé par des entreprises françaises, américaines, néerlandaises, c'est quoi les grandes différences culturelles? Qu'est-ce que tu vois dans un pays que tu vois pas dans l'autre? Est-ce qu'il y a des différences dans la façon de piloter la supply chain? L'intérêt de la diversité culturelle et de genre? Oui, alors il y a pas mal de questions pour démarrer. Alors mon parcours, tu l'as très bien résumé. Je suis passée par différentes boîtes, très franco-françaises au démarrage, et puis après avec Amazon effectivement cette ouverture vers l'international, boîte américaine, et puis Cramp, boîte néerlandaise. Donc moi j'ai un parcours assez atypique puisque je suis ingénieure agro et en plus j'ai un master en executive MBA en commerce, donc un double parcours plutôt scientifique et commerce en même temps. Dont je suis fière parce que je l'ai refait il y a pas très longtemps, donc reprendre ses études alors qu'on travaille c'est pas simple non plus. Et puis je suis passée effectivement dans toutes ces boîtes et c'est des milieux assez masculins aussi, donc on y reviendra très certainement après, mais effectivement j'ai beaucoup travaillé avec les hommes, donc et Cramp en est l'exemple puisque je travaille effectivement dans la supply chain qui est plutôt un milieu masculin, et puis l'agricole ça reste un milieu aussi masculin, donc le double dose d'hommes.
Voilà. Et pour revenir sur ta question sur la différence, les différences culturelles qui existent. Alors effectivement, alors moi en plus qui ai aujourd'hui 5 pays, je le vois encore plus parce Mmh. que, j'ai des pays, du nord, hein, qui sont l'Irlande et l'Angleterre et plus des pays du sud, hein, qui sont plus latins comme nous, l'Italie et l'Espagne et donc on constate effectivement des cultures. Alors c'est pas uniquement la langue ou l'aspect, culinaire de la Mmh mh. chose, mais, professionnellement il faut s'adapter à ça et je pense qu'un des points clés, c'est vraiment être à l'écoute et essayer de comprendre comment on peut influencer ça. Je donne un exemple souvent, c'est, sur des pays, type, Pologne ou qui sont assez, dans un top down donc vraiment on prend les décisions, on les applique et c'est comme ça. Dans les pays latins, on va plus ou négocier, ou on va essayer d'adapter la règle. Donc c'est vraiment ces petites différences où quand on doit faire passer, des stratégies ou, des choix tactiques, on doit vraiment faire attention à comment on déploie le feedback, et la communication derrière. Et pareil dans tu parlais des leviers de performance, c'est intéressant parce qu'on va avoir des organisations qui sont très structurées et qui ont du mal à être agiles. Je donne l'exemple de l'Allemagne où on aime bien le côté carré, ligne, on suit les process. Et puis, dans les pays latins, plutôt la France, par exemple, où on va être beaucoup plus agile pour comment, réagir et Amazon avait cette magnifique phrase qui disait: «It's still day one» et en fait, c'est toujours, faut toujours repenser comme un jour nouveau qui arrive et je trouve que c'est assez vrai ça. C'est toujours se réinventer et c'est assez français, mais aussi américain sur cette partie-là. Donc il y a des différences, mais il y a des similitudes aussi et dans la culture aussi du feedback, par exemple, les Hollandais sont très directs. Donc Mmh. quand il y a quelque chose, qui plaît pas, ils vont aller droit au but en disant: «Bon, ça nous va pas» et cetera. Nous, les latins, on va avoir plutôt tendance à respecter la hiérarchie, essayer de trouver un compromis, essayer d'être plus d'enrober un peu la réponse, et qui est des fois, perte de temps, mais des fois, ça peut aussi aider sur certains aspects. Donc j'ai essayé un petit peu de te donner les clés de certains exemples concrets, mais ouais, c'est assez marquant et finalement, quand on gère plusieurs pays, on s'en rend vite compte, dans la façon dont on manage. On doit vraiment adapter notre style aussi à tout ça. Ouais, OK. Et est-ce que tu vois, selon les cultures, une place de la supply chain? Donc en France, on le voit et c'est vrai, aussi dans d'autres pays, la supply chain prend une place de plus en plus Oui. importante et surtout depuis le Covid. Est-ce que historiquement, c'est différent dans d'autres pays? Est-ce que, le rôle de la supply chain et des opérations en général peut être, perçu différemment selon les différences culturelles? Alors, j'ai pas noté ça, pour Ouais. être honnête, c'est pas quelque chose qui alors peut-être parce qu'on fait partie du même groupe et qu'il y a une Mmh. stratégie, globale locale qui descend, qui est cascadée. J'ai pas non plus noté ça quand j'étais chez Amazon. Donc non, pour répondre à ta question, c'est pas vraiment, significatif. Mmh. Si on rentre dans le vif du sujet donc de, tes projets Oui, d'agrandissement d'entrepôt, tu l'as fait à plusieurs reprises et on oui, reviendra précisément sur, le dernier que tu as pu faire chez Cramp. oui. Dans quel contexte est-ce que tu l'as fait? Chez Cramp uniquement ou précédemment dans d'autres boîtes aussi? Alors, oui, il y a eu des changements de transformation dans d'autres boîtes qui étaient plus petits. Chez Cramp, on a eu 3 grands agrandissements quand même. Mmh. Il faut savoir qu'on est passé chez Cramp France, quand moi je suis arrivée, on faisait 50 millions de chiffre d'affaires. Quand j'en suis partie, alors je suis pas partie officiellement, mais quand j'ai pris la position au-dessus, on faisait 186 millions. Donc on est passé en quelques années, c'est-à-dire en 7-8 ans, d'un chiffre d'affaires de 50 millions à 186 millions avec le nombre de FTE, qui va avec et cetera. Donc une très grosse croissance, boostée par l'effet Covid aussi, hein, ça Mmh. a aidé et donc on a dû, se réinventer assez vite et donc prévoir ces, agrandissements. Donc le premier, il a eu lieu en 2015, donc 6 000 m², entrepôt basique. On a mis des racks en place, c'était du stockage de racks. Le deuxième agrandissement a eu lieu en 2017, donc très rapidement, parce que, pas assez de place pour les racks. On a créé des mezzanines également, donc entrepôt de 6 000 m², 12 mètres de hauteur, similaire, c'est un copier-coller, à côté de l'autre Mmh. et la dernière, et on va peut-être y revenir dessus plus en détail, le dernier agrandissement 2022, avec là, pour le coup, par contre, une révision complète de l'entrepôt avec, un système de convoyeur, de l'informatique, des racks, enfin des changements complets de layout, enfin Ouais. vraiment on a tout remis à plat et ça, ce projet-là nous a pris plus de 2 ans et demi.
Donc, Ouais, on a dû un commencer bon en projet amont. d'agrandissement On avait d'entrepôt fini. et refonte. On avait fini pratiquement l'agrandissement, c'est à peu près ça à chaque fois. On finissait l'agrandissement, on se mettait des gens dans le projet de celui qui arrivait. Ouais. C'est le jeu de la forte croissance, quoi. C'est le jeu, exactement, c'est ce que je dis souvent, c'est un luxe. Donc voilà, il faut le prendre et c'est aussi ça qui est intéressant. Mais ça demande quand même une forte, agilité aussi et flexibilité dans les 2 parce qu'en fait, on revoit systématiquement nos process, nos flux, donc on est obligé d'engager les gens dans cette transformation aussi, à chaque fois. Donc je dis still day one, mais c'est toujours ça, ouais, il y a toujours quelque chose qui changeait d'un jour à l'autre. OK. Ce que je te propose, en prenant le Oui, dernier, projet que tu as pu faire, c'est qu'on retrace ensemble un peu tout, comment ça se passe ce projet, quels sont les apprentissages que tu as pu avoir à chacune des étapes. Du jour 1 où vous vous dites: «En fait, ce qu'on a comme surface d'entrepôt ne va pas permettre, de continuer à opérer», jusqu'au jour où, l'entrepôt est stabilisé et vous avez atteint la performance, attendue. Donc, schéma directeur logistique, comment on le fait évoluer, comment mmh, est-ce qu'on décide qu'on agrandit plutôt que créer un nouvel entrepôt, quel est le business case. Dans le cas de Cramp, comment est-ce qu'on valide un business case avec les différents niveaux global, local et des enjeux qui peuvent être différents à chacun des niveaux. L'immobilier, permis de construire, mmh. travaux, les process, les outils, les humains évidemment, comment on prépare un go live, bref, comment est-ce qu'on fait tout Ouais. ça? Si on commence, Je crois qu'il faut une journée de podcast. on va le faire rapidement, mais un des enjeux clés déjà, c'est d'identifier à quel moment on se dit, «Go, faut y aller, on va être trop petit» ou «On est déjà trop petit» et en Ouais, fait, c'est peut-être déjà un peu trop tard. ouais. Comment identifier ça? Comment vous avez pris la décision Mmh. et comment vous avez construit le business case? Alors c'est effectivement, il faudrait plus d'une journée pour raconter tout ça, Juliette, mais on va essayer de synthétiser tout ça et si jamais il y a besoin de compléments, on le mettra peut-être Dans des dans un notes, autre chat ouais. ou dans des dates. Donc en fait, on a commencé, pour le dernier agrandissement, pratiquement 2 ans et demi en amont parce qu'on avait fait, des calculs de croissance de chiffre d'affaires, donc qui engendre un nombre de lignes, de Mmh. stockage et cetera et on se rendait compte qu'on allait avoir un blocage, à un certain moment. Donc on a commencé presque 2 ans et demi, 3 ans en montant ce qu'on appelle donc un business case. Alors le business case, il se monte pas en se disant: «Bah tiens, on va écrire les chiffres et puis ça va bien aller». Non, c'est un vrai entonnoir où on va, regarder tous, les champs des possibles. Mmh. Est-ce qu'on crée un nouvel entrepôt à côté? Est-ce qu'on on crée un autre entrepôt ailleurs? Parce que nous, on a le Cramp France est sur Poitiers, Mmh. donc ce qui fait que, pour desservir tout l'est et le sud, c'est plus compliqué parce qu'on est obligé de passer par Paris. Donc une des options, c'était de créer un autre entrepôt plutôt dans le nord-est, voir, ce qu'il en était. Est-ce que c'était de travailler avec un prestataire logistique? Donc tous ces cas de figure ont été analysés et on a convenu que comme on avait du terrain qui nous restait encore, qui était à nous, d'agrandir, d'une cellule supplémentaire. Déjà, le bâtiment qu'on avait, il faisait, 24 000 m², donc d'agrandir de 6 000 m². Donc ça, c'était un peu la base. Et ensuite, on se dit, comment on retravaille tout ça? Et donc, il y a eu des allers-retours, puisqu'au début, on avait dit qu'on mettrait tout un système automatisé dans ce dernier bâtiment, mais qui était loin de toute notre zone de packaging, sorting, etc. Donc, on s'est dit, tiens, c'est une bonne idée, on va faire un convoyeur aérien. Puis après, on s'est dit, mais non, en fait, pourquoi on fait pas une complète révision du layout et derrière, c'est ce qui s'est passé. Donc on a mis tous les parties prenantes autour d'une table, nos anciens fournisseurs, les fournisseurs qu'on pensait aussi prendre dans la loupe, certains de nos salariés. C'est vrai, c'était un vrai projet d'entreprise, nos managers et cetera, la maintenance, enfin et le groupe local aussi, on y reviendra aussi, parce que le groupe aussi est là pour aider, hein. Donc ce côté groupe, fonction groupe et fonction locale qui travaillait aussi main dans la main. Donc on a ouvert les champs des possibles, on a fait l'entonnoir et on est arrivé à une conclusion qui disait: «Bon, finalement non, la solution de mettre de l'automatisme tout au bout, nul. On va tout ramener côte à côte, ce qui va nous gagner un temps fou entre, les 2 systèmes». Donc ça, on a commencé là-dessus et on a écrit le business case qui a été, c'est une forme d'approbation
Pardon, j'ai un franc-anglais horrible, Oui, mais je c'est pas cherche grave, mes c'est mots, que tu du parles, tout le monde comprendra. Jamais on mettra un Ouais. Google Translate, mais on a ce processus d'approval qui fait que, effectivement, le business case doit être approuvé par le board, ceux qui payent, ceux qui ont le CAPEX. Et là, on avait plus de 16 millions de CAPEX au total. 16 millions entre un nouveau bâtiment plus la technologie. En gros, grosso modo, moitié-moitié. Donc le business case, on l'a créé avec une productivité attendue, Un une ROI, montée, j'imagine. exactement, une montée en capacité, un planning, un rétro-planning, un Gantt chart, une structure de projet, etc. Donc on a tout compilé. Ça a pris un temps assez long parce que ce qui est important, c'est bien définir les bases pour bien après accélérer sur la suite. Et je vais y revenir, mais le projet a été un succès à la fin. Sur tous les KPI qu'on s'était donnés, parce que en amont, nous avions bien préparé les choses. Ce qui était un peu moins vrai les autres fois, parce que c'était des agrandissements plus simples, un hall avec des racks, c'était facile, on mettait à côté, etc. Mais là, il y avait tout un changement du layout, donc complètement démonter des racks pour les remettre ailleurs. On a été aidé quand même par un 3PL aussi à côté pour nos stockages de palettes, etc. quand on a démonté les racks et en attendant qu'il y ait eu pour assurer la continuité. Donc on a eu ce business case, cette phase projet, et ensuite derrière on a monté le projet tous ensemble. Et ce qui est très important dans tout ça, c'est vraiment que tous les parties prenantes soient ensemble. Donc le groupe, les gens du groupe, tous les gens qui travaillent sur le projet, etc. Les gens du local. Et je vais revenir sur la communication. C'est un projet site, c'est-à-dire c'est pas uniquement les opérationnels qui doivent être dans ce projet-là, mais c'est aussi les ventes, c'est aussi les parties RH, la finance, etc. C'est vraiment un projet d'entreprise, voilà, de site. Et puis derrière, nos fournisseurs aussi, parce qu'on travaille conjointement avec des fournisseurs depuis plusieurs années et c'était important pour nous qu'ils soient autour de la table. Donc, des fournisseurs de méca pour l'entrepôt, ce genre de choses, ou des fournisseurs de produits? Bâtiments, électricité, rack, chariot élévateur, voilà, forklift. Mais voilà, toutes ces parties prenantes, c'était important qu'elles soient autour de la table. Donc au tout début, on a commencé à les mettre, c'était une fois toutes les 2 semaines, puis après on est passé une fois par semaine, puis après une fois l'informatique aussi, effectivement, j'oublie, mais c'est clé. Hyper important. C'est clé. Mais voilà, donc toutes ces parties prenantes, et avec cette communication qu'on a établie, avec cet objectif de se dire, on veut le démarrer au mois de décembre 2022, parce que c'est hors saison, et notre objectif, c'était de dire on time, on budget, dans les temps, dans les budgets, et surtout, pas d'interruption pour les clients. Les clients, il faut que ça soit transparent et que nos salariés soient engagés, restent engagés et soient aussi dans ce projet-là. Donc voilà, c'est vraiment nos KPI de suivi, en tout cas, de se dire. Et c'est vrai qu'on a eu un petit peu peur parce que c'est tombé pile poil pendant le Covid. On a commencé en 2020, 2019, 20. Donc là, on a commencé à se dire, ça va être assez compliqué dans les prix, dans les délais. Et puis, je vais vous spoiler avant la fin. On a été dans les temps, dans les budgets. Pas de problème avec les clients. Et ça s'est très, très bien passé. C'était un des plus beaux projets, en tout cas, réalisés au sein de Cramp sans problème majeur. Alors oui, il y en a eu, mais c'était minime par rapport à tout ça. Ok, bon, revenons sur un peu comment réussir à atteindre ces objectifs. Tu disais déjà le business case et je partage complètement, c'est hyper important de bien cadrer un projet et de ne pas croire que c'est du temps perdu, que c'est un temps certain. Concrètement, vous avez mis combien de temps? C'est 6 mois sur les 2 ans et demi de projet? C'était même plus. Je pense qu'on était pas loin de 9-10 mois. En fait, le temps de commencer à mûrir la réflexion. En fait, quand on a fini notre bâtiment en 2017, en 2018, le deuxième, on l'a un petit peu changé. On a revu les layouts sur des racks, etc. Et dès 2019, pratiquement pendant le Covid, c'est là où on a commencé à se dire. Et puis pendant le Covid, on a travaillé. On était presque les seuls ouverts, ce qui nous a boosté le chiffre d'affaires. Donc là, on s'est dit, croissance trop forte. Là, il faut anticiper. Et ça a été beaucoup plus tôt que prévu. Et c'est quoi, selon toi, les points clés d'un business case, les points sur lesquels on pourrait passer un peu trop vite, alors qu'en fait, ils sont hyper structurants dans un agrandissement d'entrepôt, par exemple? Alors,
Ce qui est très important, c'est planifier le planning. Vraiment, le rétro-planning, il faut qu'il soit planifié en amont, même si des fois, par moment, on ne sait pas vraiment, etc. Mais par exemple, je prends l'histoire des instances, la mairie, le permis de construire, les choses comme ça. Je trouve qu'on a manqué là peut-être de clairvoyance ou en tout cas d'anticipation. Ça doit vraiment être rentré dans un suivi. La communication, c'est très important. On a tendance pendant cette phase-là de se dire, bon, c'est pas très important, etc. Or, c'est clé comment on va communiquer, comment on va suivre ce projet-là, comment on va organiser, comment on va engager les personnes dans ce sujet-là. La communication, elle peut être à différents niveaux, mais elle peut être aussi par différents biais de communication. Ça peut être oral pendant des réunions, mais ça peut être aussi via des magazines, des news, etc. Donc là, je pense aussi à ce moment-là, on a peut-être pris un peu de retard là-dessus et c'est venu un peu en cours de projet. Mais ça, c'est vraiment clé pour moi. Oui, donc il faut prévoir les ressources, le budget associé. Exactement. Et pour la partie plus permis de construire, le temps que ça va prendre, puisqu'on sait très bien qu'un projet qui dérape en termes de planning, le budget dérape avec. Donc c'est ça, parce qu'en plus, c'est même pas dans nos mains. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dans nos mains, tout ce qui est partie prenante extérieure, c'est compliqué à gérer. La mairie, ça a été très compliqué. Ce permis de construire a été assez long à avoir. On s'inquiétait plus, voilà. Et nos fournisseurs, comme on travaillait déjà avec eux depuis plusieurs années, ils connaissaient aussi on va dire nos contraintes, notre exigence aussi, parce qu'il y a une forme d'exigence. Donc eux, j'étais moins inquiète parce que je savais comment on allait fonctionner ensemble. Donc, ils connaissaient déjà votre business et vos spécificités. C'est ça, et puis notre saisonnalité, et puis surtout nos exigences. Donc ils savaient qu'ils allaient rentrer dans une forme de projet, donc ils allaient avoir des réunions assez souvent. Donc j'étais moins inquiète, mais tout ce qui est instance, mairie, pompiers, toutes ces parties-là, il faut vraiment bien cloisonner dès cette phase d'approche. On a tendance à se dire, bon, on va le faire pendant. C'est mieux de le prévoir. Anticiper. C'est quoi, sur tous ces aspects immobiliers, donc permis de construire, tu parlais des pompiers, de tous les aspects sécurité, construction. C'est quoi pour toi les facteurs clés de succès ou les apprentissages que tu as pu avoir au travers de ces extensions de bâtiments et qui sont importants pour quelqu'un qui veut étendre un entrepôt ou en créer un nouveau d'ailleurs? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, ça me vient pas spontanément, mais c'est vrai que le permis de construire, c'est déjà important. C'est la base. Nous, on avait un aéroport à côté de nous. On voulait faire un bâtiment de 24 mètres de hauteur. Au tout début, on s'est dit, mais est-ce que ça va être possible ou pas? Finalement, oui. On l'a fait de 12 mètres, mais on avait cette possibilité de le faire. Et après, il y a tout ce qui est les nouvelles normes. Donc nous, on a été obligés, par exemple, de mettre des panneaux solaires à hauteur de 30% sur le toit. Là aussi, aéroport, comment on fait, dans quel sens on les met, etc. Il y avait aussi cet espace où on devait mettre un espace pour les oiseaux, tout cet aspect environnemental qu'il faut prendre en compte et que nous, dans les projets qu'on avait menés avant, on n'avait pas vraiment tenu compte de tout ça. Donc, parce que c'était pas à l'époque. Ouais, les normes évoluent, quoi. Exactement. Donc, vraiment prendre conscience de ça. Et c'est bien d'être accompagné. Alors, soit par des consultants, soit par la société qui construit, qui a normalement les dernières réformes, etc. Mais ça, c'est important parce que des fois, on découvre qu'il faut mettre des panneaux solaires presque au dernier moment et qu'on n'avait pas prévu ça dans le budget. C'est un coût assez important quand même. Donc, c'est important d'anticiper tout ça. Il faut vraiment des experts de la construction. Oui, parce que aujourd'hui, on va être expert, on va être directeur des opérations, de la supply chain, etc. On n'a pas tous cette capacité de pouvoir avoir cette notion bâtiment. Moi, c'est un autre métier quand même. C'est un autre métier, exactement. Moi, je l'ai eu parce qu'on a fait un premier bâtiment en 2015, un deuxième en 2017. Donc, je connaissais un petit peu tous les systèmes de sprinkler, les choses comme ça. J'étais plutôt à l'aise. Mais quand même, par exemple, pour le dernier bâtiment, panneaux solaires, ça a été nouveau pour moi. Plein de choses, les oiseaux. Donc, j'ai découvert des choses. On apprend tous les jours. Mais là, voilà, donc je pense qu'il faut vraiment être accompagné. C'est important. Et vraiment avoir confiance avec les personnes avec qui on travaille sur ça. Oui. Et anticiper aussi un bâtiment, il peut y avoir plein de raisons, des problèmes météo, etc. Alors nous, on a eu beaucoup de chance parce que ça s'est plutôt bien passé, pas de problème météo, le bâtiment a été construit assez vite. Mais dans le bâtiment en 2017, on a eu des retards suite à la météo, avec du gel, avec beaucoup de pluie. Donc ça a pris 3-4 mois de retard assez vite. Donc,
Il y a les aléas qu'on maîtrise pas forcément, d'où un peu de contingence dans un planning ou ce genre de choses. Toujours contingence en termes de budget planning et de en budget, planning. ouais, on est d'accord. Exactement. C'est important d'ailleurs. Du coup, une fois que vous avez fini ce business case, bon, l'équipe projet, elle a dû être montée un peu avant. Comment ça s'est organisé? C'était quoi l'équipe projet? Comment est-ce que vous avez dédié des personnes sur l'équipe projet, d'autres opérationnels? Comment tout ça, Alors, ça s'est organisé? donc là, il y a dans cette organisation-là, il y a un STIRCO, donc il y a des gens qui représentent un peu toutes les parties prenantes, et donc on était là tous les mois à faire des reporting. Alors au début, c'était tous les mois, après c'est pas basculé sur 3 semaines. Et puis il y a cette équipe projet qui doit travailler conjointement. Donc quand je dis équipe projet, elle est plusieurs, puisque du coup il y a le groupe qui aide, donc groupe qui venait toutes les semaines pratiquement, plus nous fournisseurs. Donc important d'essayer de gérer un peu toutes ces étapes et toutes ces parties prenantes, parce qu'en fait le bâtiment, on attendait qu'il soit construit pour qu'on mette les racks. Donc il fallait que la personne des racks, elle ait pas trop d'anticiper de mettre les racks trop tôt, parce que il y avait le bâtiment à finir avant. Donc il y avait toutes ces petites phases là qui s'ajustaient au fur et à mesure. Je t'avoue qu'il y a eu quand même quelques petites tensions, comme dans tout projet. Oui. Dû à quoi, par exemple? Alors, c'est plus que le côté groupe local, où le groupe a tendance à avoir ses propres idées, et puis les gens localement disent non, nous on veut pas que ce soit comme ça, et puis c'est nous qui allons utiliser l'outil, donc on aimerait bien être entendus. Et donc souvent j'ai dû intervenir quand même pour essayer de remettre du lien dans ces communications, parce que souvent c'est surtout une mauvaise interprétation. En plus la langue est c'est l'anglais. Des fois on se comprend pas forcément dans ce qu'on veut dire. Donc j'ai dû intervenir quelques fois pour dire écoutez, non. Là, on va remettre à plat, on va essayer d'aligner tout le monde, et puis on va repartir sur de bonnes bases, parce que c'est important qu'il y ait ce groupe de travail ensemble et travaille dans de bonnes conditions, et surtout avec le même objectif à la fin, parce que tout le monde a le même objectif. Donc voilà, c'était... Oui, si l'objectif est clair, tu peux réaligner les personnes sur l'objectif. C'est un peu ça. Et c'est vrai que finalement, ça s'est passé, mais c'est vrai qu'en plus, dans ce genre de type de projet, il y a quand même une forme de stress qui est là, parce que voilà, la pression de se dire il faut que ça soit vraiment dans le budget plus ou moins, mais c'était surtout le timing, et qui était très important, de se dire faut vraiment qu'on le fasse au mois de décembre, parce qu'après il y a la saison, et plus l'échéance arrivait, plus je voyais les tensions arriver. Oui, donc ça c'est quand même fréquent sur les projets. Voilà, je pense que je n'apprends rien à qui que ce soit, mais et c'est là où il faut être assez fort en termes de leader pour pouvoir garder cette barque, parce que finalement c'est nous qui tenons le bateau, et de se dire prenons du recul et travaillons tous en équipe, essayons d'analyser quelle est la priorité, quelle est l'urgence, pourquoi il y a eu ce manque de communication, cet alignement qu'on doit avoir. Vraiment, et ça c'est important de prendre ce recul-là, nous, en tant que leader. Tu parlais rapidement tout à l'heure du choix de layout que vous avez fait. C'est quoi les choix un peu structurants en termes de process, de mécanisation, d'automatisation et de SI que vous avez fait dans ce bâtiment? Alors, notre bâtiment, notre dernier bâtiment, on l'a bloqué en rack, c'est ce qu'on a fait, et donc on a rapproché le convoyeur qu'on a mis. Alors on a mis un système de convoyage, et en fait l'idée au début était de mettre un système complètement automatisé type je n'ai pas envie de citer peut-être des fournisseurs, parce que je vais peut-être me fâcher avec certains, mais grosso modo, d'avoir de l'automatisation qui a ramené les produits jusqu'aux zones de picking. Voilà, pour résumer. Le Goods-to-Man. Voilà, exactement. Et finalement, quand on a mis les business cases, on s'est dit, en parallèle, à l'époque, on s'est dit, il faut mieux aller vers un système de convoyeur pour raccorder aussi le convoyeur qu'on avait historiquement, en 2012. Donc, on a finalement mis un convoyeur sur 2 étages. Il y a un 3e étage qui peut être possible aussi, et avec des stations automatisées, etc. pour l'inbound. Et pour la outbound, on a rajouté des machines. Alors, je sais que dans un podcast précédent, quelqu'un a parlé des machines de packaging pour optimiser la taille, etc. Alors, nous, on les a depuis très longtemps. Oui. Donc, je suis assez fière de le dire. On a été les premiers à les mettre en place. Donc, on dit souvent ce sont les cartons pizza, puisque ça ajuste la hauteur en fonction de l'article. Donc, nous, on a rajouté ces machines-là, donc création de cartons
et puis découpage et ajustement de la taille, qui permet plein de choses, hein, pour l'environnement, mais aussi pour l'optimisation dans les cartons, plein de qui calent les produits, tout un bon investissement. Et donc nous, on a rajouté par contre des machines, parce que ça suffisait pas. Donc on en avait 2, une 60 litres, une 30 litres. On a rajouté une 60 litres, une 30 litres, donc 4, et on a rajouté 2 machines, de création de carton. Donc on a revu un peu le layout avec ces machines d'un côté finalement de création de carton pour un convoyeur, ce qui est compliqué, et une deuxième pour le deuxième convoyeur. Et ce qu'on a essayé de faire avec tout ce qui est système informatique, data, etc., c'est de pouvoir toujours prendre la première commande dans ce nouveau convoyeur qui est beaucoup plus efficace, je ne citerai pas la marque, mais beaucoup plus efficace, beaucoup plus performant, et d'aller chercher, si besoin est, un deuxième colis, donc un low mover, on dit fast mover d'un côté, low mover de l'autre, d'aller compléter la commande s'il y a besoin pour faire un circuit qui est encore plus grand. Oui, donc tu ordonnances la préparation en fonction de l'efficacité de tes convoyeurs. Exactement. Okay. Et on s'est aperçu, d'ailleurs, c'était au début, on avait pensé à ça, et on s'est aperçu que ça coinçait un petit peu parce que ça faisait des bottlenecks au début, des goulots d'étranglement sur certaines parties, et on s'est dit, il va falloir un petit peu... équilibré. Voilà. Et donc, c'est là où on apprend un peu au quotidien. On va peut-être parler de la montée en puissance, mais c'est un peu ça qui fait que... Mais l'idée, c'était vraiment de mettre les convoyeurs côte à côte avec on va dire une petite connexion entre les deux, de commencer la création de carton au premier hall et de finir avec les machines qui coupent et qui ajustent à la fin. Comment ça s'est passé, le go live, qui est toujours un moment critique? Oui, alors super. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Donc on a créé des cartons, on a commencé à mettre en stock, etc. Et on a fait toute une cérémonie autour de ça avec, on a coupé le ruban, c'était génial. Moi j'ai même, on a fait venir quelqu'un qui nous a fait un tag dans l'entrepôt avec un super tracteur, j'ai signé. Enfin vraiment, on a essayé de mettre toutes les personnes qui avaient travaillé sur ce projet-là aussi en valeur, de mettre nos salariés aussi en valeur autour de ce projet-là, donc ils ont tous aidé. Moi-même, j'adore mettre la main à la pâte, donc du coup, quand il y a eu des problèmes, il y avait un peu des problèmes d'informatique, de scan, etc. Du coup, j'étais la première à aller sortir les cartons, etc. Non, ça s'est passé très bien, et c'est vrai que j'ai essayé de me souvenir, de me dire, est-ce qu'il y a eu un couac, qu'est-ce qui s'est passé? Et pas vraiment. Il n'y a pas eu quelque chose de majeur, en fait. Tout a été plutôt bien fait, et on avait une équipe d'informaticiens de notre groupe qui était là. Ils étaient 7. Donc, on avait mis vraiment le renfort. Ouais. Mais on voulait vraiment que ça se passe bien. Et comme on avait notre deuxième convoyeur qui assurait les commandes clients, on a commencé par des petits tests pilotes, comme dans toute... on a fait des tests pilotes pendant le week-end, une semaine avant, puis après on est monté petit à petit en puissance. Et le go live, on savait que de toute façon, ça allait à 98% bien se passer. Ok. Alors, ça a mis combien de temps entre le go live et l'atteinte de la performance attendue? Assez vite, bizarrement. Et d'ailleurs, on a été même au-delà de la productivité du business case. Donc super, on était super contents. Pratiquement 2 mois, je dirais 2-3 mois. Oui, donc ça va. Ouais. On a commencé à mettre les produits en stock, etc. Puis à commencer à faire du picking, etc. Et assez vite, on est arrivé à la vitesse de croisière parce que les personnes avaient été aussi embarquées dans le projet depuis le début, avaient déjà aussi l'habitude d'un convoyeur. Donc là, c'était pas tout à fait le même. C'était pas la révolution pour eux. Non, c'était vraiment plutôt le sens du chemin de picking qui peut être différent, ou voilà, les cartons qui peuvent être un peu différents, mais il n'y avait pas une grosse révolution en termes de technologie pour eux. Et donc assez vite, et on a passé une année 2023 assez remarquable. Je reviendrai peut-être dessus, mais l'année 2024 a été plus compliquée finalement. Mais 2023, vraiment plutôt vitesse de croisière, on montait petit à petit, et on est très 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 vite allé au-delà de ce qu'on attendait. Ok. Bon, ça paraît tout rose, alors qu'on sait que créer ou agrandir un entrepôt, c'est loin d'être un long fleuve tranquille. Même si, a priori, de ce que tu dis, il n'y a pas eu de difficultés majeures. C'est quoi, quand même, les quelques difficultés, les couacs, les moments où peut-être ça t'a fait mal dormir, j'en sais rien, mais où ça s'est pas si bien passé que ça, où vous avez eu peur de ne pas réussir, d'atteindre l'objectif? Alors, au tout début, ça a été effectivement le Covid. Là, là, moi, j'avais très, très, très peur. Je m'étais dit, mais on va pas être budget, ça va pas être possible. Et je m'étais dit, mais même en temps, avec les fours, enfin, tout ce qui est rack, etc., ça va mettre un certain temps pour être livré. On sera jamais dans les temps, ça va. Et je m'inquiétais beaucoup.
travailler avec aussi le 3PL, je m'inquiétais beaucoup parce que il est pas du tout le même système d'exploitation que nous. C'était nouveau, vous aviez pas de 3PL jamais. avant? Et on OK. n'en a pas dans le groupe non plus, et c'est pas une volonté d'ailleurs. Et là, je commençais vraiment à m'inquiéter en me disant, bon, c'est compliqué, la communication était très compliquée avec eux, donc ça a été plus cette partie-là en amont où j'étais inquiète et où ça a été, ouais, des jours ou des semaines où je me disais: «Mais comment on va y voir, est-ce qu'on va sortir de ce tunnel?» Très vite, le covid, ça s'est assez, enfin, ça s'est éclairci, on va dire Mmh. ça. Les fournisseurs nous rassuraient: «Oui, ne vous inquiétez pas», et cetera. Donc je dis: «Bon, bah», et puis comme c'était des fournisseurs historiques, on avait confiance en eux. Je savais pas qui je savais qu'ils ils nous vendraient pas du rêve. Mmh. Donc j'étais assez confiante là-dessus. Sur le 3PL, j'avoue que non, là, ça a été compliqué, Mmh. jusqu'au bout, pour, faire revenir nos palettes, pour, nos pickings, et cetera. Parce que mauvais choix du 3PL, je pense. Mauvaise anticipation, je pense qu'on l'a pris un peu en urgence. Voilà, Mmh. le fait d'anticiper, on y revient. Et puis, finalement aussi, mes équipes étaient peut-être pas assez aguerries sur la gestion aussi d'un 3PL. Mmh. Ouais, c'est une vraie compétence et si vous en avez pas, vous savez pas forcément Ouais. travailler avec un On a 3PL, appris. quoi. Ouais. On a appris sur le tas. Mmh. Et après, quand on a eu le go live, donc ça s'est plutôt bien passé. Alors, quelques couacs informatiques, je te parlais tout à l'heure des codes barres, des choses comme ça. Il y a eu quelques couacs, des cartons qui n'allaient pas au bon endroit. Comme dans tout lancement, il y a eu ces petits couacs-là. Mais si on regarde la big picture, là, l'image totale, globalement, ça a été plutôt bien. Par contre, je reviens, c'est-à-dire que c'est pas finalement le go live qui s'est bien passé, mais c'est plutôt l'année 2024. C'est-à-dire qu'on avait construit notre projet sur quelque chose qu'on connaissait, c'est-à-dire avec notre distribution, avec nos clients, avec notre, tu as parlé de livraison, on livre quand même en J+1 avant 13h, donc c'est assez rapide. Donc on avait tout mis en place pour ça, et puis, bah, en 2024, on a eu un peu de disruption dans la supply chain, puisque bon, on a eu notre distribution a été quand même beaucoup modifiée, et là, ça a été, compliqué. Parce que Pourquoi elle a été modifiée? Enfin, dans quel sens est-ce qu'elle a été alors, modifiée? on a un de nos fournisseurs qui, a arrêté de prendre certains de nos colis. Mais une grosse partie, une Mmh. grosse majorité, pratiquement, ouais, 30 à 40 de nos volumes, et qui a changé aussi, ben, ses départs camions. Donc nous, obligés de tout parce qu'on voulait pas changer la promesse client. Mmh. On a été obligés de le faire quand même, on n'a pas eu le choix. Mais du coup, on avait adapté notre système, notre convoyeur, notre organisation dans cette montée de charge. Tout allait bien, on avait passé une super année. À partir du moment où on a eu ce point, qui a commencé à, on s'est dit: «On va s'en sortir», on s'en est toujours sorti. Et là, non, on a eu beaucoup, beaucoup de mal à s'en remettre. Ça a duré plusieurs mois où on avait beaucoup de restes à quai, où, bah, on n'arrivait pas à trouver notre rythme. Et c'est pour ça que je dis l'année 2023, finalement, on avait été tellement préparés en amont qu'on était prêts avec ça, et on connaissait très bien ce qu'on faisait. À partir du moment où on a eu ce petit caillou dans notre chaussure, on va dire Ouais. ça comme ça, là, ça a été beaucoup plus compliqué, et c'est tombé assez, soudainement, Mmh. et donc s'adapter, ça a été, compliqué dans un modèle qu'on avait mis en place pour, finalement, ce qu'on avait connu depuis tout le temps. Et c'est là où, finalement, ben, la phase, on reparle de l'anticipation, finalement, est-ce qu'on avait assez anticipé tout ce qu'on pouvait avoir comme, risque? Je pense qu'on avait oublié celui-là. On Ouais, s'était une dit modification du plan transport parce que changement de transporteur et les impacts, sur la exactement. logistique. Donc là, ça nous a beaucoup, impactés, vraiment. Ouais. Même pour les équipes, ouais, ça a été très lourd. Mmh. Oui et puis, au-delà de l'impact opérationnel, on n'arrive plus à faire son boulot, on ne sert plus les clients et donc Voilà, moralement, c'est ça. ça pèse. C'est ça, OK. surtout qu'on est vraiment orienté client, Mmh. et c'est vrai quand on se disait, «Ah, on a des restes à quai», c'était hyper frustrant. Et alors la première journée, on peut se dire: «Bon, bah, allez, c'est un cas Oui, et c'est un aléa, quoi. c'est un aléa», et puis voilà. Quand c'est 2 jours, 3 jours, puis ça commençait à devenir des semaines, là, c'était très, Mmh. très difficile. Et puis voilà, ça a été, et c'est pour ça que je dis c'est important finalement quand on crée un projet, parce on se dit tout le temps: il peut avoir des couacs au go live, oui, et moi, ils ont été minimes par rapport à tout ce qu'on a vécu après derrière. Et c'est vraiment ce projet qui doit se construire dans le temps. Et je dis souvent à mes équipes: «Pensez long terme, en fait». Et on a souvent tendance, et c'est peut-être aussi ça, à penser court terme.
Donc le go live, oui, super génial, on fait l'année, si ça se passe super bien, bon bah ça roule. Mais du coup, c'est quoi l'apprentissage de tout ça? C'est, anticiper, l'aménagement, les process de l'entrepôt pour qu'il soit, agnostique au plan de transport ou presque, ou Presque. qu'en tout cas, il puisse, on Moi puisse s'adapter en faut qu'un changement de plan de transport, pardon, n'impacte pas trop, exactement. l'intérieur de Oui. l'entrepôt, quoi. Mmh. Entièrement, bah, c'est vraiment ça, hein, ça a été, la leçon et après on a vite rétabli, heureusement, on a su rétablir et on cette agilité, je remercierai jamais assez mes équipes parce qu'on a cette agilité pour pouvoir, vite retomber sur nos pattes. Mais c'est vrai que, il faut, à mon sens, avoir un plan A, plan B, plan C au cas où il y a quelque chose qui se passe et ça, on l'avait pas ça faisait des années qu'on travaille avec nos fournisseurs de transport, on s'attendait pas à ça, en fait et tu as raison, on pourra pas être hermétique, Mmh. c'est C'est compliqué, mais intimement lié. en tout cas, limiter le risque, Mmh. au plus et aujourd'hui, nous, ça a été enfin, en tout cas, c'est une lessons learned, hein, vraiment, de se dire, ben, on a créé un projet pour la croissance, mais on n'avait pas anticipé que nos fournisseurs, pouvaient changer quelque chose et Ouais, c'est ça nous d'impactant pour vous. et Mmh. qui nous impacterait beaucoup. OK. OK, pour conclure sur ce sujet Oui. entrepôt, moi, ce que je retiens, c'est pour ce projet-là, comme pour plein d'autres projets, mais là, en l'occurrence, l'importance de définir du business case, de prendre le temps de faire les bons Mmh. choix et de construire cette feuille de route avec, la contingence qui va bien pour tenir ses objectifs, d'anticiper toute la partie, permis de construire, immobilier, de se Oui, faire accompagner par des experts parce que, bah, c'est un autre métier c'est un et autre les métier. normes, en plus, avec tous les sujets environnementaux Mmh. aujourd'hui, je pense, évoluent, de plus en plus vite. Hem, le go live, tu dis qu'il s'est bien passé. Dans ce que tu dis, ce qui est important, me semble-t-il, c'est aussi, le fait que l'IT, les gens étaient là, étaient Oui, présents et qu'il y avait il s'est probablement bien passé parce que tous les petits problèmes ont été résolus très oui, vite, ça c'est et sûr. puis à anticiper les changements opérationnels qui sont autour de l'entrepôt et là, en l'occurrence, le transport qui est très, très lié, Mmh. qui, peuvent venir, impacter ce projet, en cours de projet Oui, ou là, a posteriori. oui. Bon, c'est top d'avoir un entrepôt qui a la bonne taille, mais après, il faut encore pouvoir l'organiser, être capable d'opérer à tout moment de l'année. Donc, on C'est va ça. creuser un peu le sujet de la saisonnalité. Comme on le disait en intro, chez Amazon, il y avait, Oui, quand tu étais chez Amazon, un gros pic au dernier trimestre. Donc, oui, là, on est en novembre, on est en plein dedans. Chez exactement. Cramp, c'est quand les agriculteurs sont le plus dans les champs, donc printemps-été. Pour maintenir le taux de service, alors que les volumes sont exceptionnels sur ces périodes-là, bon, j'apprends rien à personne, hein, faut la disponibilité des produits, il faut avoir les bonnes ressources, C'est ça. humaines, les moyens logistiques et transports qui sont bien dimensionnés. Ça paraît simple comme ça, mais ça reste néanmoins, je Mmh. pense, tous les ans un challenge d'absorber ce pic Oui, de saisonnalité. Toi, chez Amazon, tu as été en charge du labor management, tu oui, as recruté plus de 5 000 intérimaires, ça paraît ouais. énorme. Comment on s'organise pour avoir l'équipe, Mmh. là, enfin formée, engagée, au bon moment Mmh. pour démarrer la saison? Alors, j'ai pas recruté toute seule 5 000 Non, bien personnes. sûr, avec des équipes évidemment. Heureusement, parce que sinon je pense que j'aurais passé mes Ouais. journées. Pour revenir sur la saisonnalité et il y a plusieurs types de saisonnalité effectivement. Donc chez Amazon, c'est plutôt novembre-décembre, hein, grosso modo, fête de Ouais. Noël oblige, qui vont jusqu'au solde et chez Cramp, c'est plutôt mars, alors maintenant, ça dépend de la météo, Bien mais on va sûr. dire mars à juillet. Et il y a aussi une double saisonnalité, qui est aussi qui y a on n'appelle pas ça une saisonnalité, mais pendant la semaine aussi chez Cramp, on Mmh. voit qu'il y a beaucoup de commandes, alors qui est un peu aussi lié chez Amazon aussi, le lundi, après le Mmh. week-end et cetera. Ouais. Donc il y a une sorte Même en B2B du coup, même en c'est comme B2B, ça. Mmh. exactement. Donc c'est important aussi alors on va parler du de cette grande, saisonnalité, hein, qui est par mois, mais il y a aussi cette saisonnalité aussi à la semaine, donc qui demande aussi une certaine Mmh. flexibilité des équipes. Donc pour revenir sur tes questions sur la croissance en nombre de personnes, effectivement, en fait, c'est assez quand on parle de chiffres, on se rend compte, mais chez Cramp aussi, on recrute beaucoup, beaucoup de monde et ce qui est clé et je vais revenir sur un point qui est similaire à finalement aux créations d'entrepôts et cetera, c'est l'anticipation et quand on finit une saison,
on fait on appelle un post-mortem, et c'est à ce moment-là que tout se joue. En tout cas, tout se joue. Tout commence. Donc l'idée, c'est vraiment de voir ce qui s'est passé bien, moins bien, et de travailler sur comment on peut recruter un maximum de personnes. Et là, ça va en accord avec les agences de travail temporaire. C'est pour ça que je disais, c'est pas moi qui ai recruté toute seule 5000 personnes, mais aussi les équipes locales, puisque si je prends l'exemple d'Amazon, sur chaque site, il y avait des équipes dédiées vraiment qu'au recrutement d'intérim. Et donc, ils sont en lien avec les agences d'intérim. Ce qui est clé dans la réussite, c'est que vraiment cette communication avec les agences d'intérim et ce qu'on appelle les on-site. Donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais... C'est les RH sites, finalement. Alors, c'est les agences intérim qui sont sur site. Ah oui, carrément. Ok. Ouais, c'est ce qu'on appelle les on-site. Alors, c'est connu. Donc, chez Amazon, il y avait à peu près 2 à 3 agences d'intérim par site. Donc avec les grands noms et puis certaines agences locales. Chez Cramp, on avait un seul on-site, avec une agence à côté aussi qui aidait en support. Mais vraiment, c'est important d'avoir cette agence localement, puisqu'il ne faut pas oublier que quand on recrute des travailleurs temporaires, c'est l'agence qui gère. C'est-à-dire c'est le manager. Leur manager, c'est l'agence d'intérim. Mais il y a un double rôle, puisque le manager qui est sur le terrain, il est aussi censé s'occuper, en tout cas, des intérims qui sont là. Donc ce qui est clé, c'est vraiment cette communication. Et donc, ça part de quoi? Ça part des besoins. Combien j'ai besoin d'intérimaires et quand? La montée en compétences, elle se fait en amont. Quand on dit on doit recruter 5000 temporaires, c'est le maximum, c'est en pic. Ça veut dire que en amont, dès le mois de septembre, par exemple, chez Amazon, il faut commencer à recruter. Et chez Cramp, c'est un peu la même chose. On commence dès décembre, janvier, à commencer à recruter des personnes. Ça dépend combien, mais en tout cas, on commence. Et d'avoir mis en place un système de formation qui soit assez rapide et efficace, dans le sens où ils ont tous des learning curves, des courbes d'apprentissage, et le but, en termes de coût, mais aussi en termes d'accompagnement, c'est d'avoir cette courbe d'apprentissage qui soit le plus court possible. Et donc, c'est vraiment important avec l'agence de bien communiquer nos besoins. J'ai besoin de 100 intérimaires pour telle date, voilà. Et l'agence commence son travail de recherche, etc. Et après, derrière, c'est comment, quand l'intérimaire arrive, comment on s'assure qu'il est bien formé avec les bonnes personnes. Donc, monter une équipe qui va être dédiée pour ces formations, l'accompagnement, le suivi. Parce que c'est très simple de donner un scanner à quelqu'un et lui dire, bon, voilà, prépare les commandes. Prépare la commande, pique, etc. Mais derrière, il y a tout un suivi. C'est-à-dire, ou pour la sécurité, où est le point de rassemblement? Ça paraît bête, mais quand même, ça reste des choses qu'il faut donner à l'intérimaire dès le début. L'utilisation du scanner, le basique, c'est comment je me repère dans un entrepôt quand il fait 30 000, 60 000 mètres carrés. Ça paraît bête, mais pour des gens qui n'ont jamais fait de logistique, ça peut paraître aussi un peu grand. Donc vraiment, il y a tout cet accompagnement. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des équipes dédiées qui accompagnent ça conjointement, en accord avec l'agence d'intérim. Et après, derrière, il y a des suivis de performance, alors qui soient au niveau de l'intérimaire, qui est fait par l'agence, qui est fait par le manager, conjointement, où il en est, voilà ce qu'il faut faire, faudrait lui dire... Et puis après, derrière, il y a effectivement des KPI, en tout cas, qui sont au niveau de l'agence, en disant, vous avez eu tant de taux d'absentéisme, tant de taux de turnover, il manquait tant de personnes, voilà. Et il y a ce suivi-là qui est fait au niveau France. En tout cas, chez Amazon, c'était aussi mon rôle de suivre ces KPI et avec les grandes agences de travail temporaire. Ok. Concrètement, on parle de combien de temps pour le temps d'onboarding d'un intérimaire qui va être préparateur de commande, par exemple? Alors, alors la réponse, elle va être en moyenne, c'est entre 15 jours et 3 semaines. Voilà. Ouais, quand même. Ouais, donc d'où l'importance d'anticiper, quoi. Exactement, parce qu'en fait, on va dire les premiers jours, la personne elle va se familiariser avec les outils, avec l'environnement, avec les gens, les pauses, etc. Donc 2-3 premiers jours, on va voir après une courbe qui va augmenter. Si la courbe elle augmente pas, oui là il y a un souci. Mais on va voir petit à petit qu'il va falloir à peu près 2 semaines pour être à 100% de ce qu'on attend. La performance cible, ok. Exactement. Et c'est à peu près la même chose chez Cramp. C'est à peu près similaire les deux. Et c'est vraiment important, voilà, d'avoir ce suivi-là. Et c'est vrai qu'on a tendance à se dire, qu'on a un nombre important d'intérimaires qui rentrent sur une période courte, mais c'est clé pour la suite et pour aussi maintenir l'engagement. Parce que si on perd l'engagement des personnes, si les intérimaires s'en vont, on doit recruter des nouvelles personnes, réinvestir dans du training, etc., etc. Donc le but, c'est vraiment
d'investir sur les personnes qui arrivent, de vraiment les former correctement et d'espérer qu'elles restent. Parce que c'est le plus important, comme ça nous permet d'éviter ce Oui, puis la turnover. saison, on parle de 2-3 mois, là, en l'occurrence, donc versus les 2-3 semaines de formation, on n'a pas trop le droit de se louper. Non. Faut éviter. Alors en général ça se passe bien, mais pour X raisons, et c'est aussi le rôle du manager de s'être sûr que les personnes sont bien intégrées, qu'elles se sentent bien, et que voilà, c'est vraiment clé. Parce que ces personnes-là, elles arrivent aussi à un moment de stress. C'est la saison, il y a énormément de lignes, on multiplie les lignes par 2, 3, ça va aller très vite. Les personnes, il y en a qui sont vraiment, on va dire, qui sont comment dire, là depuis longtemps, qui ont l'habitude, ça roule, tout roule. Il y a des personnes qui ont 18 ans, commencent, c'est leur premier job. Ouais, c'est compliqué de rentrer dans un monde qui est inconnu et à qui on va demander de la rentabilité, enfin d'être à la prod en 2 semaines. Donc ça peut être aussi stressant. Donc c'est important. Ouais, d'accord. Et au-delà de ces aspects ressources humaines qui sont hyper importantes, comment est-ce que c'est quoi pour toi les bonnes pratiques de préparation des moyens logistiques et transports pour assurer que aussi on a les bons moyens, que les machines vont pas tomber en panne, qu'on va avoir les transporteurs et pas de reste à quai, etc. Alors ça va être très basique ce que je vais dire, mais la maintenance pour tout ce qui est outils logistiques, maintenance préventive. Vraiment, c'est clé. Des fois on a tendance à dire: «Oh, ça coûte un peu, on va attendre». Non, la maintenance préventive, c'est clé, et souvent la faire 1 à 2 mois avant. Alors nous on le fait souvent un mois, un mois. Maintenant la saison est en train de se décaler, mais vraiment 1 mois avant, c'est vraiment clé. Donc tout ce qui est maintenance préventive, faire des tours, s'assurer que c'est sous contrôle. Informatiquement, c'est compliqué. Alors on essaye de faire des mises à jour, et cetera, hors saison. Donc c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, pour pouvoir justement s'assurer que il va pas avoir un couac pendant la saison. Donc sur cet aspect-là, on va dire que globalement c'est plutôt bien géré, même si on n'est jamais à l'abri d'une petite erreur. Sur la partie transport, on leur communique les volumes. Souvent, on fait ce qu'on appelle aussi avec eux, avec un post-mortem de l'année, en fin d'année. Et c'est là où on remet un peu à plat les sujets, et cetera. Et on leur donne un peu la croissance qu'on voit en termes de chiffre d'affaires, de lignes. Comme ça, ils se préparent aussi à ça. Alors, pour être honnête, ce qui est très bien, c'est que quand on parle de l'entreprise Cramp, c'est super parce que il y a pas de contre-courant des autres saisons. Exactement. Ouais. Donc ils sont très contents en général. Ça leur permet de garder ça permet de garder leurs effectifs du coup, puisque la saison s'arrête en janvier après les soldes. Du coup ils attaquent avec notre saison à nous. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après pour ce qui est d'Amazon, oui, non là c'est plus compliqué parce que tout le monde veut du monde et des capacités de transport en fin d'année. Exactement. Donc là c'est vraiment anticipé, etc. Alors Amazon est un grosse structure, donc c'est plus facile aussi de négocier certaines choses, mais c'est vrai que c'est clé d'anticiper. Moi, je pense que c'est le mieux, c'est d'être transparent sur les chiffres et ce qu'on attend d'eux aussi. Ouais, c'est la énième fois qu'on en parle dans ce podcast, de la relation fournisseur, de la relation prestataire, logistique et transport, et comment les aider à mieux nous servir finalement, et à anticiper les différents volumes. Et je pense que c'est vraiment main dans la main qu'on travaillera mieux. En fait, c'est pas la supply chain, on dit souvent la end-to-end supply chain, mais c'est ça en fait, c'est vraiment entre nos fournisseurs et toutes les parties prenantes qui peuvent entrer en lien avec avec les opérations. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment clé. Ouais, ce qui est hyper intéressant, c'est que, moi, ce que je retiens de clé dans tout ce que tu as dit là, c'est le post-mortem. Et finalement, c'est s'y prendre 9 mois avant et anticiper. Et on en revient au sujet de l'anticipation. On prépare pas une saison 1 mois avant le démarrage de la saison. En préparant l'épisode, tu m'as dit qu'il y avait quelque chose qui était assez important pour toi. C'était le binôme entre être orienté, pilotage de la performance, résultat, tout en engageant et en gérant les équipes sans mettre trop la pression. Concrètement, sur ces projets, c'est ce projet d'agrandissement de l'entrepôt, ou sur la gestion de la saisonnalité, ou peut-être plus largement, comment tu pilotes et comment tu manages pour être factuel, résultat, ne pas que les indicateurs ne mettent pas trop la pression aux équipes, et gérer cette dualité? Alors, ça va être que des mots. Donc, c'est difficile à me croire, mais moi, je vous demande de me croire sur parole.
C'est très important de lier les KPI performance et les KPI humains. En fait, c'est lié. Les 2 sont liés et c'est ce que je disais au début. Je disais on pilote avec les KPI, bien évidemment, on va voir où on va et cetera. Mais la performance, c'est l'humain qui va l'apporter et pour moi, c'est dans ma carrière, ça a toujours été la ligne, conductrice, c'était l'humain, avec un grand H. J'ai eu des très grosses équipes chez Amazon, j'ai eu des très grosses équipes, chez Cramp, et c'est la force, c'est de se dire: «Je m'inquiète de savoir quel est l'état, l'humeur de mon équipe» et j'ai donné une anecdote, mais c'est vrai, je me rappelle quand moi j'ai intégré Cramp, il y a maintenant presque 10 ans, une des premières questions que je posais le matin, c'était de dire: «Comment vous allez?» Alors ils me disaient: «Oui, ma productivité est bonne, machin et cetera». Je dis: «Non, non, je t'arrête tout de suite. Comment toi tu vas? Comment tu te sens?» Parce que si mon manager n'allait pas très bien, je savais que ça allait être cascadé aux équipes derrière. Donc c'est hyper important de sentir un peu l'humeur et d'être proche de ses collaborateurs. Et souvent, moi, je vois tout de suite l'humeur d'une équipe aussi, et on en parlera peut-être plus tard, mais j'arrive vite à cerner si une équipe se sent bien ou pas bien. Et pour moi, c'est important. Et un des KPI qui est important, c'est on a ce qu'on appelle, nous, une satisfaction employée, une fois par an. Mais il y a quand même d'autres KPI autour qui sont l'absentéisme, les accidents de travail, les arrêts, les choses comme ça qui aiguillent aussi sur certaines équipes où on se dit: «Mince» et souvent, c'est lié à une performance non plus qui n'est pas là. Donc je pars du principe que si nos clients sont contents, c'est parce que nos employés sont contents. Ils vont prendre du temps à faire la commande correctement, ils sont engagés dans l'entreprise et donc nos clients seront contents. Et je suis toujours partie de ce postulat et ça a toujours marché parce que les résultats étaient là sans que je mette la pression sur la productivité. Mmh. OK. Réellement. Pour être clair, j'en parle assez peu. Et quand il y a une performance qui peut être différente ou pas à l'objectif, on revoit un petit peu tout ce qui se passe et notamment en termes de management. OK. Ouais, donc c'est dans l'analyse de ces indicateurs, c'est, où Une sont les lecture. leviers RH, où sont les causes RH, pas, l'état d'esprit Exactement. et de l'équipe. Tu as parlé en intro d'être une femme dans un monde d'hommes. Oui. Ça veut dire quoi et concrètement, c'est quoi les difficultés que tu as pu voir et tu penses qu'on en est où dans la féminisation de nos métiers des Mmh. opérations? Alors c'est une excellente question, on me l'a souvent posée Ouais. parce qu'en fait moi depuis très jeune j'ai managé des équipes d'hommes, hein. J'ai travaillé dans le monde de la viande, donc j'ai managé des bouchers, donc Mmh. il y a pas une population simple à manager. Donc j'ai eu toujours, cette remise en question et j'étais jeune à l'époque aussi, de comment ça se fait que, bah, j'arrive à réussir dans un milieu d'hommes, et ça a été le suivi de toute ma carrière. Alors il y a plusieurs sujets. La première chose, c'est d'avoir confiance en soi. C'est de se dire: «Ben, voilà, je suis là, j'ai ma place, donc ben, je vais faire en sorte, ben, de la mériter». Alors il y a cette culture aussi un petit peu, c'est très féminin de se dire: «Bon, bah, est-ce que j'ai vraiment ma place?» Voilà, il faut se prouver Mmh. peut-être 2 fois ou 3 fois plus, qu'un homme, même si j'aime pas trop les clichés, mais ça reste quand même Le assez, syndrome de marqué. l'imposteur, C'est assez ça, féminin. Ouais. syndrome de l'imposteur, exactement. Mais savoir aussi passer les messages. Je dis souvent, quand, il y a des femmes qui me posent la question, c'est souvent se dire: «Bah, je passe mes messages avec conviction, avec mes valeurs», parce qu'on a tous des valeurs, et j'essaye toujours d'être maintenant de plus en plus la première à parler, comme ça m'aide directement en me disant: «Bon, bah, voilà, je vais donner mon point de vue». Mais c'est vrai que, j'ai eu cette chance. Moi, c'est une grosse chance parce que j'aime beaucoup travailler dans un monde masculin, j'ai toujours aimé. Et je pense que c'est important de croire en soi et inversement, tu parlais de la question de la féminisation et cetera. Il faut aussi qu'un peu les mentalités changent aussi là-dessus et je trouve que c'est très franco-français cette histoire aussi parce que, je pense que moi j'ai été nommée cadre dirigeante à 35 ans, donc très jeune, sur un pays entier et c'est une entreprise néerlandaise qui m'a donné cette chance-là. Donc est-ce qu'une entreprise française m'aurait donné la chance? Je sais pas. Mmh.
mais c'est pas sûr. Je suis pas vraiment sûre et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'en suis là. C'est aussi dans les 2 sens. C'est croire en soi, vraiment tout est possible, et à l'inversement, que les mentalités aussi changent un petit peu sur ça, parce que c'est pas une femme ou un homme, en soi, c'est une personne et on parlait des soft skills tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est important ça, je pense. Et il y a un livre, s'il y a des mesdames, si vous écoutez ce podcast, même les hommes d'ailleurs, qui s'appelle Oser être la chef. Et moi, je l'ai lu il y a très très longtemps, je crois quand j'ai commencé, quand j'avais 23-24 ans, qui est un livre passionnant sur effectivement comment prendre du leadership, prendre sa place et puis la mériter en fait, tout simplement. Donc, donc sûrement valable pour les hommes comme pour les femmes. Pareil. Et il y a pas de discrimination positive non plus là-dessus. Voilà, mais c'est important qu'on prenne confiance en soi. Pour finir, mais quelques petites questions rapides de la fin. Allez. C'est quoi ton TOC professionnel, ta déformation professionnelle, la chose que tu peux t'empêcher de regarder, de remarquer dans une usine, un entrepôt ou un magasin? Alors, moi, je suis très opérationnelle, donc quand je rentre dans un entrepôt, j'aime bien sentir, d'observer et je sens si ça se passe bien ou pas. Donc, si les gens disent bonjour, ça peut paraître bête, mais si on voit qu'il y a de la sécurité, si on voit que les flux sont assez fluides, qu'il n'y a pas de boucle où ça bloque, si c'est carré, si c'est suivi. Donc ouais, je pense que j'aime bien ce côté où on sent tout de suite quand on rentre dans un entrepôt si ça se passe bien ou pas. J'aime bien le côté aussi si les gens disent bonjour ou pas. Non, mais je suis d'accord avec toi et c'est fou, c'est que des basiques. J'ai posé la même question à Pierre de Mano Mano et sa réponse c'est les 5 S et la propreté des toilettes. Et en fait, c'est des petits trucs qui peuvent paraître anecdotiques mais qui en fait en disent long. Oui, exactement. Je vois vite l'image, même en rentrant quand on voit l'accueil, la standardiste, etc., assez vite, on peut déjà se faire une image. Ouais, on s'arrête jamais à la première image, mais la deuxième est souvent la même. Conforte la première. C'est quoi la petite initiative que tu as pu mettre en œuvre et qui a eu un impact significatif auquel tu t'attendais pas forcément? Des initiatives, on a plein d'idées, etc. Comme je suis toujours dans ma ligne directrice de l'humain, je pense que ce qui a été important quand je suis arrivée chez Cramp, c'était de mettre ce qu'on appelle le stand-up meeting. Donc, c'est un petit meeting de brief de 10-15 minutes dans démarrage de chiffre pour les employés qui viennent de leur manager. Et l'idée derrière, au début, tout le monde était réfractaire. On va perdre du temps, on perd 10 minutes, ils pourront pas commencer le travail avant 10 minutes, etc. Mais ils voient, en fait, ce qui était drôle, c'est finalement, on se rendait compte que les 10 minutes de perdu, en fait, non. On allait les gagner tout le long de la journée. Et c'est ce qui a fait que j'ai prouvé par A plus B que c'était pas 10 minutes de perdu, bien au contraire. Le but de ce meeting-là, il est multiple. Donner de la vision, donner la journée, prendre l'humeur de son équipe, engager les gens, les motiver. Alors c'est sûr que si on arrive et qu'on dit bon, la journée elle va être dure, c'est compliqué, j'ai passé un mauvais week-end, etc. On n'engage pas les gens de la même façon que si on dit ça va être une super journée, ok, il va y avoir quelques difficultés, mais on va tous y arriver comme d'habitude, etc. Donc vraiment ce day start ou ce stand-up meeting, il est clé. Et maintenant, je suis fière de ça parce qu'il est de partout en Europe, alors qu'il n'y était pas au début. Donc, ça fait partie des choses qu'on peut considérer un peu comme des basiques et néanmoins, comme beaucoup de basiques, ils ne sont pas appliqués. Et quand on les met en place, on se rend compte de l'intérêt. En fait, c'est un petit rituel qui est bête, qui est basique, oui, effectivement, tu le dis, mais qui a un grand pouvoir sur les équipes parce qu'on leur donne de la vision. Tant de lignes cet après-midi, tant de lignes à entrer, tel fournisseur à problématique, etc. Et on motive les gens pour la journée. Et ça a fait aussi de la cohésion d'équipe, cohésion de groupe, etc. Donc, hyper important. Hyper important. Et pour finir, dernière question, si tu pouvais changer une seule chose dans le fonctionnement des supply chains mondiales, si tu avais une baguette magique, tu ferais quoi? Moi, j'aimerais bien les connexions, plus de connexions, interconnexions. Je trouve que il manque, tout ce. Des fois, moi, je trouve qu'on a tendance beaucoup à travailler en silo, et donc c'est hyper intéressant tes podcasts, Juliette, parce que du coup, ça permet d'avoir une lecture différente de d'autres entreprises, etc. Et je trouve qu'on manque un peu de ça. On devrait partager nos best practices ensemble, et c'est comme ça qu'on s'améliore. Moi, j'ai beaucoup appris par d'autres, en lecture d'autres, etc. Et du coup, si je peux
me permettre. J'en profite parce que je voudrais remercier aussi donc tous les gens qui ont travaillé avec moi par le passé, mais aussi les gens qui travaillent avec moi ce jour, parce que c'est grâce à eux que effectivement les résultats sont là, que je suis là, que l'entreprise continue. Bon, on l'aura compris, l'humain au cœur de la supply chain. Merci Aurélie. Merci à toi Juliette, merci pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur de la supply chain. Si vous l'avez apprécié, pensez à le partager autour de vous, à le noter 5 étoiles sur votre plateforme de podcast et à vous abonner. Avec ce podcast, j'ai envie de rassembler une véritable communauté de professionnels qui apprennent les uns des autres. Alors dites-moi, qui aimeriez-vous entendre ici ? Qui pourrait partager une perspective enrichissante ? Écrivez-moi sur LinkedIn pour en parler. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode avec un autre invité passionnant. D'ici là, prenez soin de votre supply chain et à très vite.